Salut les curieux, aujourd'hui, nouvel épisode au sein de Graines de Savoir et dans la rubrique Paléo & Co. Et encore sur du Cénozoïque et des mammifères. Comme quoi, depuis un petit moment, on cause beaucoup de mammifères au sein de la chaîne. Mais vous inquiétez pas, les dinos, ça va bientôt revenir. Mais bien sûr, cela va être un épisode fort intéressant puisque nous allons voir un des sites majeurs en paléontologie, un site qui nous vient d'Allemagne, le fameux site de Messel. Alors cette vidéo est en collaboration avec Faut s'il vous plaît, donc Julien Barbier, mais également la chaîne YouTube Christo Officiel, Christopher, que j'ai rencontré à Paléopolis. Alors je ne vous fais pas son petit descriptif, il va bien le faire au sein de la vidéo, mais sachez que si vous voulez retrouver Christopher, vous pouvez aller sur sa page Facebook, donc Christo Officiel, et n'hésitez pas, parce que franchement, ça a été une belle découverte. Allez, sur ce, je vous laisse avec Julien et Christopher à la découverte du fameux gisement de Messel. Et surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais. Alors, Christo, je vais te présenter rapidement. Tu as fait des études de paléontologie jusqu'au Master 2. Ouais, après j'ai tenté un Master médiation, mais bon, ça s'est pas aussi bien passé que prévu. Après, service civique, et puis ensuite, maintenant, je suis médiateur scientifique à Paléopolis, où j'enseigne la paléontologie. Je fais de la paléontologie entre la recherche et le public, en fait, je fais le lien entre les deux, quoi. Et du coup, tu as fait un stage à Messel, et c'est pour ça qu'on est là, pour parler de Messel. Concernant Messel, il y avait en français un bouquin de référence, donc Messel, Mémoire de la nature, et qui datait de 1998, qui était un super livre, en français, ce qui est rare pour des sites étrangers, et il y avait une liste assez exhaustive des animaux qui étaient présentés, et c'est assez difficile pour bien représenter la faune qu'on retrouve à Messel. Malheureusement, Messel, c'est un site où on trouve rapidement de nouveaux fossiles, vous allez le voir dans la conférence, et ce livre n'est plus du tout à jour. Et le dernier livre à jour qui concerne ce site, c'est Messel An Ancient Greenhouse Ecosystem, avec mon super anglais, qui date de 2018. Et même là, on a des nouvelles découvertes à Messel qui ne sont pas dans ce bouquin, puisque en 2020 et même en 2021, on a découvert de nouveaux spécimens. Alors Messel, c'est une mine d'or bitumineuse, parce que on va vous parler après du site, de la nature fossilifère du site. Et on a trouvé une quantité de vertébrés exceptionnelle. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve pas tant de poissons que ça, malgré la nature du site, qui est un ancien lac de volcan, on en reparlera. Pas beaucoup d'amphibiens non plus, et nombre de reptiles, beaucoup d'oiseaux, alors que les oiseaux sont des animaux qui se fossilisent assez rarement, puisque les oiseaux ça vit dans les airs, et donc ils sont pas trop inféodés au milieu propice à la fossilisation. Et aussi beaucoup de mammifères, plus de 45 mammifères. Les chiffres que je vous ai mis là datent d'il y a environ 2-3 ans, donc ça a encore augmenté, puisqu'on a découvert de nouveaux serpents à Messel, donc dans la case reptile vous pouvez rajouter quelques chiffres. Alors site et situation, là je vais passer la parole à Christo. Ok, alors le site de Messel, donc déjà pour le positionner rapidement, c'est entre Francfort et Darmstadt, donc c'est au milieu, légèrement à l'ouest en Allemagne. Comme tu l'as dit Julien, c'est un ancien lac de volcan, donc c'est en fait à l'origine c'est un mare. Alors qu'est-ce que c'est un mare ? C'est très simple, c'est comme un volcan mais vous retirez le cône dessus, donc faut imaginer juste un cratère rempli de lave, et au fil du temps il n'y a plus de lave, l'éruption s'arrête, et le relief fait que quand il pleut l'eau percole dedans, ça se remplit, ça fait un lac, et ça fait des lacs parfois qui sont assez profonds, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et donc ce lac de volcan, du coup, il date d'au moins 47 millions d'années. En tout cas, les roches qu'on a dedans datent de 47 millions d'années en moyenne. Donc on est sur de l'Éocène. C'est une ancienne mine d'huile de schiste, parce qu'en fait c'est du schiste bitumineux. Ça servait à faire différents produits chimiques. La carrière est de bonne taille quand même. Comme là c'est indiqué, on est sur du entre 1 et 2 km², donc c'est quand même il y en a un bon morceau, donc 160 mètres de profondeur, ça pose des problèmes notamment par rapport à la flotte. Dès qu'il pleut, ça va vers le centre, et comme vous pouvez voir sur la photo qui est à droite, le centre de la carrière est assez marécageux, donc il y a une énorme pompe qui est surnommée le vaisseau quand on y fouille, qui renvoie toute la flotte du Marigot vers une station d'épuration un peu plus loin, et ensuite l'eau repart dans le système d'eau
des environs de la ville. C'est une eau qui est ensuite en fait elle est potable. On peut boire l'eau de Messel, ça va faire marrer certains. Les produits chimiques ça va bien 2 secondes, mais c'était pas si rentable que ça. Du coup la carrière a fermé. Il y a pas mal d'années maintenant. Et comme les 3/4 des carrières, soit c'est rebouché, soit ça finit en déchetterie, soit ça finit en lac naturel. Là, l'idée à la base c'était d'en faire une déchetterie, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, il y a des mineurs qui ont commencé à trouver des fossiles. Et petit à petit, les gens sont venus fouiller. Et il y a eu des demandes de classer ça au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça a été accepté. Là, ce que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est le document officiel du coup qui indique que le site de Messel, donc Messel Pite Fossil Site, donc le site fossilifère de Messel, si on traduit, c'est le document officiel avec la signature du président de l'UNESCO donc de l'époque. Et ce document-là, vous pouvez le voir au centre-ville de Messel. Alors Messel, c'est une petite ville, hein, c'est une petite ville minière qui a été fondée justement par les mineurs. La carrière est au sud à 1,5 km à peu près. Et donc si vous allez vous balader dans la ville, il y a un petit musée, mais vraiment un petit musée de village, hein, pas grand chose, mais il existe, hein, il a le mérite d'exister. Et il y a ce document que vous pouvez voir, donc par rapport à l'UNESCO. Et après le site a été connu aussi quand le documentaire sur la Terre des monstres disparus est sorti, puisque l'épisode 1 se passe à Messel. Alors il y a à boire et à manger dans le documentaire, mais ça a mis en avant le site, quoi. Quand on y fouille, ça se passe comment? Alors, donc il y a 3 spots. Moi j'ai fouillé sur un seul, celui que vous pouvez voir sur les 2 photos. Donc il y a un front de taille, donc imaginez pas une falaise qui fait 4 mètres de haut, hein. Là le front de taille il fait 40 cm à tout casser. On a notre chef d'équipe qui s'appelle Bruno Beer qui bosse toujours, hein, qui découpe le sol. Au niveau du frontail à la tronçonneuse, il fait des carrés de 1 mètre par 1 mètre. Et ensuite on arrive avec masse et burin et on pète tout pour récupérer les blocs, on les fout dans une brouette et après on y va avec des espèces de gros couteaux à viande et on débite les feuillets petit à petit dans l'espoir de trouver des fossiles. Et on en trouve assez vite. Si on trouve pas un fossile toutes les 30 minutes, en vrai, c'est qu'on a vraiment pas de chance. Pour vous donner une idée, en 1 mois de fouille, on a trouvé un macrocranion, on présentera ça tout à l'heure, on a trouvé une chauve-souris par semaine, on trouvait un gros poisson par jour. Donc quand je dis gros poisson, c'est un poisson de 30 cm ou plus. Les restes de feuilles, on en trouve pas mal. Ça fait penser aussi de Mena un peu, Julien, que toi tu connais. Donc c'est ultra riche et c'est en connexion les 3/4 du temps. Donc c'est à la fois un Lagerstadt, donc un site exceptionnel de niveau concentration, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs, et c'est aussi un site de ouf d'un point de vue préservation. Là c'est juste une petite carte pour situer un peu Messel il y a 47 millions d'années, donc au tout début du Litécien. Après vu la profondeur du site, il est plus ancien et plus récent, hein, mais on est sur une moyenne de 47 millions d'années. Vous voyez ici que au Lutétien, l'Europe en fait et c'est plus ou moins une grande archipel. Alors faut faire attention avec les paléocartes parce que d'un million d'années à un autre ça change, il y a des niveaux d'eau qui montent et qui descendent. Donc ce que vous voyez un gros bloc là, l'Europe est une grande île, ça pouvait être parfois une archipel. Et Messel se trouve, c'est un lac d'eau douce, hein, donc on avait ce lac volcanique sur cette grande archipel au niveau du sud de l'Allemagne. Alors on va passer à la faune de Messel. Là on va, là j'ai illustré ça avec quelques dessins d'Alain Beneteau, hein, parce que les animaux de Messel sont, on va dire, tellement bien conservés, tellement beaux que on en fait pas si souvent que ça des illustrations, hein, parce que vous allez voir que la conservation des fossiles est super belle. Et voilà, donc déjà on va parler de la conservation et de la qualité. Vous voyez que là on a des micro-organismes qui sont conservés quand on regarde au microscope, mais Christophe va vous en parler un petit peu plus. Ouais, alors on va faire un petit point sur pourquoi on a des fossiles dans cet état-là, quoi. Donc super bien conservés. Pour vous donner, vous allez voir tout à l'heure, hein, mais les mammifères, on a l'empreinte du pelage, les poissons, on a encore les écailles, donc c'est très peu. C'est très peu désagrégé en fait les corps. En fait ce qui se passe c'est que, donc je vous ai expliqué, c'est un ancien cratère volcanique qui devient un lac au fil du temps. Donc déjà on a pas mal de profondeur, ça ressemble un peu à certains lacs qu'on peut avoir en Auvergne, dans certains volcans qui sont éteints. Ce qui fait que au fond de l'eau déjà c'est relativement anoxique, on n'a pas d'oxygène, donc déjà un milieu assez pauvre en bactéries. Et couplé avec peu d'oxygène, les corps pourrissent moins vite.
se détériorent moins vite. Et on a aussi pas mal de cyanobactéries, de petites algues en fait. Et quand ces algues meurent, on se retrouve avec beaucoup de matière organique au fond. Et c'est ça qui va faire le bitume du schiste bitumineux en fait. Donc le schiste, faut imaginer une roche faite d'argile entre guillemets un petit peu, mais qui au fil du temps avec la température et la pression va se retrouver compressé et puis va faire des petits feuillets. Hein. Et le bitume, le bitume vient de ces algues en fait qui au cours du temps se transforment en bitume. Et puis si on aurait attendu quelques millions d'années de plus, on serait arrivé sur des huiles presque de type pétrole quasiment. Et donc quand les animaux meurent au bord du lac et qui tombent au fond, ils se font pas trop bouffer par les micro-organismes ou par les animaux en général, puisque au fond il n'y a pas grand chose. Et donc dès que c'est recouvert, ça se fossilise très très bien. Et là vous allez voir des spécimens qui sont vraiment hallucinants pour certains. Alors Titanomyrma, alors pour ceux qui ont vu le documentaire sur la Terre des monstres disparus, donc l'épisode 1, c'est la fameuse grosse fourmi. Il y a un plan assez iconique où on voit une petite fourmi qui se balade sur une branche et une grosse fourmi qui arrive après. Et après, il y a toute la colonie qui vient déglinguer un embryon de Gastornis. Bon, c'est un peu de la paléopoésie, c'est narré comme un documentaire, mais c'est l'anecdote assez marrante parce que donc on voit que des ouvrières dans le documentaire, alors que Titanomyrma n'est pour le moment connu que par des spécimens avec des ailes, donc des spécimens sexués, si on se base sur les fourmis qu'on peut observer aujourd'hui. Donc ça veut dire soit que Titanomyrma, ça sera un peu, on pourrait dire une fourmi solitaire, comme on a certaines abeilles solitaires qui vivent toutes seules, qui vivent pas en communauté. Donc peut-être on aurait des fourmis solitaires, voilà, où il y a que les mâles et les femelles sexuées. Ou alors, biais de fossilisation. C'est des fourmis comme on a l'habitude de voir, sauf que on trouve pas d'ouvrières, on trouve que des spécimens sexués. Ça pourrait être ça, dans le sens où vu qu'on les retrouve au fond de l'eau, on peut se dire qu'il n'y a que les spécimens sexués qui quittent les fourmilières pour aller se reproduire plus loin. Donc forcément, quand elles meurent pas là où il y a la fourmilière, elles meurent plus loin. Donc possiblement qu'il y avait des ouvrières de bonne taille aussi. Hein. Mais en tout cas, pour le moment, on les a pas retrouvées. Les fourmis, t'en parleras peut-être tout à l'heure avec la fameuse plante, mais ça, je te le laisserai expliquer. Et là, vous avez un oiseau-mouche à côté pour comparer. Donc, alors on n'a pas l'échelle exactement, mais pour vous donner une idée, c'est des fourmis qui font facilement la taille du pouce. On en avait trouvé une, mais partielle, dans la campagne de 2016 quand j'avais fouillé. Donc Titanomyrma, voilà, la fourmi titanesque. Alors pour les insectes plus en général, quelque chose de ouf qu'on a sur ce site à Messel, c'est qu'on a des insectes avec la couleur. Alors c'est hallucinant au début, ça fait un peu bizarre parce que c'est pas la première fois que j'avais vu des fossiles d'insectes, hein, mais là avoir un tel degré de préservation et puis la couleur. Alors par contre il faut faire attention avec la couleur. Car la couleur qu'on observe est pas forcément la couleur d'origine. Je m'explique. Les pigments qui font la couleur chez les insectes, ils travaillent quand même durant la fossilisation au cours du temps. Donc quand on observe une couleur aujourd'hui, c'est pas forcément celle de l'époque. Un exemple tout con. On a des insectes qui sont blancs avec des rayures noires, un peu comme on observerait sur une guêpe aujourd'hui. Sauf que les pigments jaunes au fil du temps deviennent marrons. Et donc les fossiles qu'on les retrouve aujourd'hui, ils sont plutôt marrons avec des rayures noires. Mais en tout cas à l'époque, parce qu'on connaît comment réagit ce pigment au cours du temps, ça a été étudié. Donc on arrive à partir de la couleur d'aujourd'hui de savoir la couleur qu'il y avait à l'époque. Mais il faut bien faire attention, là sur la photo, c'est pas parce qu'il est bleu et jaune orangé qu'il était bleu et jaune orangé à l'époque. Alors là, Messelogal, alors on n'a pas fait quelque chose de classifié, je vais donner la parole à Julien sur tout ce qui est les myacidés et puis ce taxon. Oui. Alors j'ai décidé volontairement de pas mettre les animaux par groupe pour un peu vous surprendre. J'ai pas mis les mammifères ensemble, les insectes ensemble. J'ai décidé de faire une petite salade César, hein, donc vous mangerez de l'œuf, de la salade, des concombres à n'importe quel moment, justement pour avoir cette surprise, puisque Messel quand on fouille c'est aussi ça les surprises. Il n'y a pas des lignes d'insectes, il n'y a pas des couches à mammifères. Et puis voilà, donc vous serez aussi surpris que les fouilleurs. Et Messogal, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un mammifère qui appartient à la famille des carnivora, donc comme les lions, les ours, les phoques, tout ça. Et il appartient à une famille qui s'appelle les Myacidés, qui était déjà présente au Crétacé, à la période des dinosaures, et qui a disparu, je crois, à la fin de l'Éocène ou à l'Oligocène. Voilà, enfin à la fin du Paléogène.
Et c'est même ce groupe-là, pendant un moment, on pensait qu'il était à l'origine de tous les carnivoras et notamment des canidés. Et cette vision est restée très très longtemps. Et puis bon, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et donc du coup, on retrouve, vous allez voir à Messel, des animaux qui passent la crise Crétacé-Tertiaire, enfin des familles qui passent la crise Crétacé-Tertiaire, et des animaux qui apparaissent aussi à l'Éocène. Et donc on a ce mélange de faune à Messel d'animaux, très anciens du Mésozoïque qui survivent et des animaux qui vont survivre, enfin qui seront là à nos jours. Tu veux dire quelque chose sur Mésogal ou... Ouais, je veux bien. Merci, Messélogal. Ouais, c'est que Messélogal, alors il y a eu des études, j'ai mon ami Baptiste qui a fait un stage notamment sur les carnivores de Messel et on discutait, il m'avait expliqué que ce qui était rigolo, c'est que chez les mammifères qu'on a à Messel, alors il y en a un carnivore qui est terrestre, c'est un créodonte, mais je sais plus si on l'a mis après, si. Et qu'après on a deux autres, alors on a Messélogal et Parodectes, et qui eux sont plutôt arboricoles. Alors Messélogal est clairement arboricole de ce que j'ai pu comprendre, même si les fossiles sont un peu écrasés et du coup c'est un peu compliqué, mais c'est des choses qu'on peut voir avec les phalanges et tout par exemple. Donc lui il serait plutôt arboricole. Et on a Parodectes qui lui par contre ça ressemble un petit peu, hein, c'est le même gabarit à peu de choses près. Mais lui il serait plutôt un grimpeur, faut voir ça comme un fossa ou un coati. Il peut monter dans les arbres mais il passe pas toute sa vie. Mais en tout cas au niveau carnivora on est plutôt sur des trucs d'arboricoles. On a les créodontes qu'on n'a plus du tout aujourd'hui qui étaient plutôt terrestres. Et après pour le reste de carnivores terrestres, toi tu vas en parler juste après, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Alors on peut parler des poissons un petit peu. Alors ce qui est marrant c'est que niveau poisson on a de tout. Là par exemple on a en haut à gauche c'est de la perche. Alors je crois que c'est Amphipercas si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. On a aussi du brochet crocodile, là, ce qu'on a à gauche plutôt en bas. Donc c'est tout ce qui est les Lepisostéus. Donc là c'est Atracostéus celui-là. Donc ça c'est des poissons de bonne taille, hein. Ils font facilement dans les 30 cm. On a du salmonidé aussi, donc mais tout petit. Ce que vous avez à droite en bas, donc Tomaturus, donc la famille des saumons, mais ça c'est pas plus grand que l'index d'une main, quoi, ou que le majeur d'une main. Donc on a vraiment alors il n'y a pas énormément de poissons, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils sont ultra diversifiés. Et par exemple le brochet crocodile, actuellement je crois que c'est des animaux qu'on ne retrouve qu'en Amérique du Nord. Oui, dans le bayou souvent c'est des poissons un peu de bayou, ça veut dire quand il fait un peu chaud, humide. Voilà, donc du coup c'est des poissons qu'on ne retrouve plus du tout en Europe. Et Messel, même si on a peu de poissons, on arrive à connaître un peu la paléogéographie de ces familles-là. Alors les crocodiles, là on a, en fin de compte on a presque autant de crocodiles que de poissons. Et on a une très grosse variété de crocodiles. Alors on a Asiacosuchus qui est un crocodile de très petite taille, avec un rostre très très court. Et ce qui est intéressant c'est que lui il a des dents globuleuses. Et donc il est spécialisé dans la nourriture d'urophage. Donc il fait de la durophagie. Et non c'est celui-là. Et il se nourrit de crustacés à coquilles, de crustacés à carapace et de mollusques à coquilles. À côté de ça, on a Diplocynodon. Alors moi, je me demande des fois si c'est pas un taxon poubelle, parce que Diplocynodon, il est connu du Paléocène jusqu'à la fin du Miocène, hein, donc et puis il est connu dans toute l'Europe et puis même sur d'autres continents. Et c'est un alligatoridé, je crois. Et du coup c'est un taxon qu'on retrouve un petit peu partout sur tous les sites fossiles, un peu partout en Europe. On en a même un en Auvergne, enfin on en trouve pas mal en Auvergne aussi, jusqu'à 15 millions d'années, et là on a 47 millions d'années, on en trouve déjà. Et puis le gros costaud des crocodiles aquatiques, c'est Asiatosuchus, donc qui est aussi connu en Asie, hein, d'où le nom. Et là c'est un animal qui pouvait atteindre facilement 3 mètres et qui avait une écologie semblable à celle des crocodiles ou des alligators. Là, Diplocynodon en plus, tu disais que c'était un taxon poubelle, et à Messel on a pas mal de gros coprolites qui sont probablement attribués à ce taxon-là, puisque c'est trop petit pour être du Asiatosuchus. Mais c'est trop gros pour être probablement de celui-là du Asiacosuchus. Faut faire gaffe parce que ça se ressemble. Donc on a pas mal de coprolites qui font cette taille-là, 10-15 cm, avec quand ils se cassent un peu d'os dedans.
et qui sont attribués à du diplocynodon très probablement. Voilà. Il a laissé sa marque dans Messel, si on peut dire ça comme ça. Il a laissé ses selles à Messel. C'est celle à Messel. Alors, crocodile terrestre. Alors là, on a même 2 crocodiles terrestres, c'est assez intéressant. On a Prestige Campus qui est déjà assez connu et qui est un crocodile terrestre de bonne taille. Et on a retrouvé juste là sur la gauche un morceau de mâchoire de Bergisuchus. Et ça a été suffisant pour savoir que c'est un notosuchien. Et les notosuchiens, eux, sont connus pour être des animaux qui ont vraiment radié à la fin du Crétacé, avec plein de formes diversifiées, des carnivores, des herbivores aussi, des durophages, enfin voilà. Et on se demandait un petit peu comment ces animaux qui étaient surtout inféodés à l'Amérique du Sud et à l'Afrique ont fait pour arriver en Europe. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on a découvert dans les Pyrénées un notosuchien du Crétacé, donc c'est peut-être, je dis bien peut-être, lié à une radiation de ces animaux-là qui étaient déjà présents du coup en Europe. Et Bergisuchus, c'est un animal qui pouvait faire environ 3 mètres de long et qui était assez semblable à Iberosuchus. C'est le dessin, l'illustration de Raoul Martin que vous avez juste en dessous. Voilà, donc c'est vraiment des crocodiles coureurs avec les narines en avant et pas sur le dessus comme chez les crocodiles aquatiques. Et on suppose même qu'ils avaient des petits sabots aux pattes pour courir sur chaque doigt. Et donc là vous avez une grosse variété des crocodiles, hein. Vous avez 3 crocodiles aquatiques, 2 crocodiles terrestres, ça montre la variété de l'écosystème et l'originalité de l'écosystème de Messel. Alors on a aussi des fossiles moins bien préservés, ce fossile de gecko, tout simplement parce qu'il a été mangé par un rapace et puis qu'il a été régurgité. Et donc ce pseudo-vomi nous a permis d'avoir plein d'informations. Et notamment les geckos sont des lézards qui sont très rares dans le registre fossile. Et celui-là est intéressant parce qu'il a des caractères de gecko du Crétacé. Et il possède aussi des caractères de gecko moderne. Donc en fait, en termes de... Si on veut voir des transitions morphologiques pour l'évolution des geckos, celui-là c'est un spécimen parfait. Et on peut remercier le rapace qui l'a régurgité. On a un truc très intéressant. Vous voyez, là on repasse aux insectes, hein, je vous ai dit, on va de surprise en surprise. Et c'est ce qu'on appelle les fourmis zombies en fait. C'est des champignons dont vous avez le nom ici que je ne prononcerai pas parce que je suis un peu dyslexique, qui vampirisent les fourmis. Et en fait, quand les fourmis sont infectées par ce champignon, elles montent sur les feuilles des arbres et en fait après se font avaler par les oiseaux. Et et puis le cycle se reproduit, c'est-à-dire qu'avec le caca des oiseaux, tombent dans la forêt, les champignons qui sont dans le caca recontaminent les fourmis, et puis c'est un cycle comme ça de vie. Et ce qui est assez marrant, c'est que les fourmis qui sont vampirisées en fait s'accrochent aux feuilles et ils ont des morsures typiques, comme vous pouvez voir sur les images grisées ici. Et donc ici c'est les plus anciennes traces de zombification de fourmis connues. Et moi je me pose la question, c'est que sur le site de Menat en Auvergne, on a pas mal de feuilles qui sont mangées. Et on pourrait peut-être ici trouver à Menat ces mêmes types de morsures de fourmis zombifiées. Et là du coup ce serait peut-être le site de Menat qui a presque 10 millions d'années de plus, qui pourrait être le site avec les plus anciennes traces de zombification. Donc il faudrait aussi vérifier chez nous en France si on n'a pas ce genre de morsure. Bon, à Menat on trouve beaucoup de feuilles, hein, donc va falloir vérifier vraiment toutes les feuilles. On en a pour... Il y a de quoi faire une thèse hein, sur les morsures de feuilles de Menat par les insectes. Là on a Messel Python. Alors tout à l'heure je vous parlais des livres qui avaient référence sur Messel. Cet animal là ne se trouve pas dans ces livres là parce que la découverte est très récente, hein, je crois que c'est 2020 ou 2021, ou tout début 2021. Et en fait c'est assez intéressant parce que c'est le plus ancien python connu. Voilà, il date du coup de 47 millions d'années. Et tu voulais dire quelque chose ? En fait, cette découverte aussi a permis au site de Messel de monter une expo temporaire. Donc, s'il y a des gens qui vont en Allemagne visiter là d'ici septembre-octobre, je crois que c'est jusqu'à début octobre, il y a une expo temporaire justement sur tous les boas et pythons en fait de Messel qui sont mis en valeur sur le site. Parce que sur le site il y a la carrière et à côté il y a un centre de recherche et un musée. Et à ce musée-là, il y a une expo temporaire dessus. Donc là on a un petit record, on a le plus ancien python qui se trouve en Europe, ce qui est assez intéressant puisque actuellement il n'y a plus de pythons en Europe, hein, ils sont plus en Afrique et puis en Asie, c'est ça. Et il n'y en a pas en Amérique du Sud.
Je crois que c'est ça, ouais. Donc là aussi, ça nous informe encore sur comment dire, la paléogéographie de ces animaux-là. Alors on a d'autres pitons aussi. Alors celui-là il est pas tant intéressant pour le taxon que c'est en lui-même, hein. Bon c'est un paléopiton. Il est intéressant parce que en un fossile on a 3 strates de couches de la chaîne alimentaire. Donc on a un paléopiton qui a mangé un Gezeltatiellus qui lui-même a mangé un coléoptère en fait. Et on arrive à identifier les 3 taxons au niveau spécifique. Alors le coléoptère j'ai pas le nom... mais c'est celui que vous pouvez voir en bleu ciel sur la figure là que vous avez. Donc on arrive à identifier le coléoptère, le lézard qui a mangé le coléoptère et le serpent. Alors quand le fossile a été trouvé, les taxons étaient déjà connus, hein, donc c'est pas des nouveaux genres, nouvelles espèces, mais c'est quand même ouf d'avoir d'avoir vraiment là la chaîne. C'est une chaîne alimentaire fossilisée en fait, c'est du comportement, donc c'est en plus en connexion et tout, c'est nickel. C'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'on peut pas aller plus loin dans une chaîne trophique en termes de fossiles. On a toujours une chaîne de fossiles plus souvent de 2. Là de 3, je crois que c'est quasi unique, et de 4, ça c'est sûr on en a jamais eu. Faudrait regarder ce qu'il y a dans l'estomac du coléoptère, mais je pense qu'on va pas trouver grand chose. Là on va passer aux oiseaux. Alors j'ai pas fait beaucoup d'oiseaux, mais bon on n'allait pas faire toute la liste. Je pense que le plus étonnant, c'est celui-ci, Pulmiliornis, parce que en fait c'est un nectarivore, comme les colibris. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il a pas de lien phylogénétique avec les colibris. Et on ne sait pas trop le classer puisqu'il a des caractères de gruiforme et de charadriforme. Et du coup, c'est un animal qui pose problème au niveau de la classification, c'est sûr. Et puis bon là, chez les oiseaux, ça arrive souvent, hein. Surtout que des fois chez les oiseaux, on retrouve qu'une patte ou des choses comme ça. Et là, même s'il est complet, on a un peu du mal à déterminer son groupe. Après, ça peut être des convergences sur l'un groupe ou sur l'autre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que là, on a un animal nectarivore avant les colibris. D'ailleurs, les premiers colibris, je crois que c'est l'oligocène. C'est l'oligocène français, ou en tout cas européen, c'est sûr. Et donc là, on a des nectarivores avant les colibris. D'ailleurs, vas-y. Non, je trouvais ça juste intéressant que tu mettes en avant le fait qu'on a du mal à le classer, et ça montre bien qu'on peut avoir un fossile ultra complet, parce que là, regardez, celui-là, il y a l'empreinte du plumage, quoi. On peut avoir un fossile ultra complet et pas savoir où le mettre dans la classification du vivant, parce que il manque tellement de fossiles dans certains clades qu'on se retrouve avec des formes déjà dérivées, en fait. Les chauves-souris, c'est un très bon exemple, hein. Et là, vous avez un squelette complet, et pourtant on n'est pas foutu de le mettre correctement, ou du moins on sait pas où il va, dans 2 groupes d'oiseaux différents qui sont pas cousins l'un de l'autre. Donc c'est intéressant de montrer qu'il y a même avec du super matériel, il y a toujours une limite à un moment, quoi. On peut pas faire de la magie avec la science. À Messel, on a aussi un autre oiseau que j'ai pas mis dans la diapo, et vous pourrez le retrouver sur Fossile vous plaît, hein, dans les posts que je fais. C'est un apodiforme, et en fait il a des caractéristiques importantes, très intéressantes sur les ailes. C'est que il partage des caractères de colibri et aussi de martinet. Donc les 2 oiseaux sont dans la même famille. L'oiseau de Messel fait partie de cette famille là, et du coup il est intéressant parce qu'on voit les caractères intermédiaires osseux sur la forme des ailes, qui nous permettent de donner des informations sur l'évolution des ailes des martinets et aussi des colibris. Alors là, on va parler un peu de l'histoire du site et de certaines découvertes. Je vais repasser le micro à Christo. Ouais, il y a eu une grosse controverse sur le fameux Eurotamanduas. Donc là, c'est celui que vous pouvez voir à gauche, parce que quand il a été découvert, on pensait que Eurotamanduas était un tamandua. Voilà, incroyable, le tamandua d'Europe. Et on n'arrivait pas à comprendre comment un fourmilier pouvait se retrouver en Europe, alors que normalement on aurait dû le trouver qu'en Amérique du Sud. Oui, tous les xénards sont en Amérique. Tous les xénards sont en Amérique du Sud, hein, que ce soit les paresseux, les tatous. Les tatous, oui, les tatous et puis eux, les fourmiliers. Et on comprenait pas comment il avait pu arriver en Europe, quoi. Alors il y a eu des hypothèses, des trucs qui tenaient pas trop la route pour certains. Et puis au bout d'un moment, ils se sont dit tiens, les xénartres et donc les fourmiliers, s'il y a bien un truc qui les différencie des autres mammifères, c'est leurs vertèbres. Xénartres, donc c'est vertèbres
étrange, mais ça fait référence au fait que en fait les vertèbres ils ont une forme particulière, ils ont des bosses particulières qu'on retrouve pas chez les autres mammifères. Et du coup, les vertèbres se clipsent les unes aux autres, un peu comme des Lego, mais d'une manière particulière, pour faire très simple. Et quand on regarde les vertèbres, eh ben c'est pas des vertèbres de Xenartre, c'est des vertèbres d'autres mammifères. Donc, alors il y a Thomas Lehmann et puis d'autres personnes qui ont bossé dessus, c'est des paléontologues de l'équipe de Francfort notamment. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un fourmilier, mais qu'en fait c'était un pangolin, mais qui était convergent avec les fourmiliers. C'était un pangolin qui était probablement myrmécophage ou termitophage, ou du moins qui mangeait des insectes, quoi. Ça explique pourquoi il a une tête ultra fusiforme, un peu comme ça, avec un museau vachement allongé. Mais en tout cas, c'est pas du tout un fourmilier. Et on a du pangolin, j'ai envie de dire un peu plus classique, le genre de pangolin qui fout le Covid-19, quoi. C'est ce qu'on a à droite. Donc, alors par contre, on retrouve pas les écailles faites de poils agglomérés. Alors, est-ce qu'il en avait et que ça se détache, ou est-ce qu'il en avait pas? Ça, c'est un peu compliqué. J'ai pas la réponse. Alors peut-être que c'était trouvé depuis et que je suis passé à côté de l'information, c'est possible, hein. Mais je préfère pas m'avancer. Mais en tout cas, voilà, on trouve du pangolin un peu classique qu'on aurait l'habitude de voir, et on trouve des formes de pangolin ultra dérivées qu'on retrouve plus du tout aujourd'hui. Voilà, mais ultra convergents avec les fourmiliers, quoi. Et la même niche écologique. Alors là aussi, dans les animaux qui n'ont rien à faire là, on a les iguanes qui étaient plus ou moins répartis sur le globe avant, et qui sont en fait typiques d'Amérique actuellement. Et donc on a retrouvé un petit iguane à Messel, et c'est vraiment très intéressant. Et puis il est c'est un peu un groupe on va dire qui a essayé pendant un temps de prospérer en Amérique du Nord, en Europe pardon, où ils ont fait une forte radiation et à l'Éocène, mais à l'Oligocène on a une période très très froide, et donc du coup ce refroidissement met à mal pas mal de lézards, et notamment les iguanes européens. Et au Miocène on a un réchauffement aussi, donc là il faut une réadaptation, et là on perd aussi là les derniers iguanes d'Europe. Là là on avait un petit iguane arboricole, et ça montre aussi que on a une grosse diversité de lézards, puisque les lézards, les iguanes actuels, la plupart sont pas forcément arboricoles, c'est plus des animaux terrestres. Après et il y a aussi des iguanes marins, mais les arboricoles sont beaucoup plus rares, même si les iguanes terrestres sont plus ou moins capables de grimper sur les arbres. Alors là, c'est un animal qui est connu depuis très très longtemps à Messel, et qui est très intéressant, puisque c'est une sorte de petite loutre, hein, mais qui n'a rien à voir avec la famille des loutres, hein. Les Cymolestas, c'est des mammifères terriens très basaux. Et cet animal était déjà connu sur plein de sites en Europe, et notamment par son numérus. Et du coup, il y avait un grand débat, est-ce qu'il était aquatique, est-ce qu'il était terrestre, et tout. Et puis les scientifiques étaient forcément pas d'accord, sinon il n'y aurait pas eu de débat. Et grâce au site de Messel, on a trouvé des spécimens complets. Et donc on a pu voir sur le reste de l'anatomie que c'était des animaux aquatiques, et qu'il y avait les niches écologiques des loutres avant les loutres. On a aussi des sarigues. Donc souvent les sarigues fossiles ne sont pas des vrais sarigues comme les sarigues actuelles, puisque les sarigues actuelles correspondent aux opossums. Et là on a du coup on retrouve deux sarigues à Messel, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des marsupiaux, les sarigues. Donc ça montre bien que les marsupiaux n'ont pas été inféodés uniquement à l'Amérique du Sud et à l'Australie. C'est des animaux qui étaient sur tout le globe, et souvent on donne l'impression que ces animaux étaient sur tout le globe, et qu'à la crise catée ils survivent uniquement en Amérique du Sud et en Australie. Non, on en avait encore en Amérique du Nord et en Europe, et c'est seulement il y a 15 millions d'années que disparaissent les marsupiaux en Europe, et même il y a seulement 3 millions d'années en Amérique du Nord. D'ailleurs en Amérique du Nord, certains reviendront quand les deux continents se réunissent. Alors là on a Ornathocephalus, qui est un lézard très intéressant. Alors il ressemble un peu à un caméléon, mais du coup il avait pas la niche écologique du caméléon. Son nom vient de son crâne ornementé. Il a des ornementations sur le haut du crâne. Et il est très intéressant parce que, comme vous le voyez, sa queue fait pratiquement les 3/4 de son corps, et on va dire les 2/3, et c'était une queue préhensile, hein, donc il pouvait s'en servir pour se maintenir sur les branches, ce qui est pas mal quand on a 4 pattes et qu'on puisse
on a une assise en plus, hein, c'est pas mal. Et c'est un animal du coup assez singulier au niveau de sa morphologie arboricole. Et du coup le problème c'est que chez les lézards on a un peu de mal à savoir ce qu'ils mangent, hein, parce que même avec les dentitions c'est pas toujours évident. Mais heureusement à Messel on a souvent les contenus stomacaux et on s'est rendu compte que cet animal était omnivore. Donc manger autant de feuilles que d'insectes que d'autres petits lézards. Là on a l'Esmesnon qui est un créodonte. Alors les créodontes c'est un peu le groupe frère des carnivoras. Donc comme je disais toujours les ours, les hyènes, les phoques, les canidés. Et c'est un groupe qui avait les niches écologiques des carnivoras justement avant eux, puisque la grande radiation des carnivoras se fait plutôt à l'Oligocène. Et avant ça c'est un peu les créodontes qui dominent les niches écologiques, surtout à l'Éocène. Et souvent dans les documentaires ou même dans les livres de vulgarisation de sciences, on montre uniquement les grands carnivoras, que sont les hyénodons et puis les grands carnivoras qui survivent en Afrique comme comment il s'appelle le grand carnivora qu'ils ont découvert, le grand créodonte. Simbakumbwa qui est un animal qui a une mandibule de plus de 40 cm de long. Bon, il y a des estimations à plus d'une tonne, j'y crois pas trop, je pense qu'il était quand même un peu moins lourd. Voilà, et donc du coup on avait de très très gros animaux, mais il faut pas oublier que les créodonta aussi ils comblaient toutes les niches écologiques qu'ont les carnivores actuels. Et lui c'était un petit animal. Donc toi tu disais qu'il était arboricole? Eh ben non, justement. Il était le seul mammifère carnivore. Ouais. C'est le seul mammifère carnivore, mais lui qui est terrestre. Du moins, il a l'anatomie, la morphologie d'un animal terrestre. Là où les deux carnivores vrais, et eux ils sont plutôt arboricoles. Lui il est terrestre. Donc là on a aussi un partage des niches écologiques qui est plutôt bien, pas mal, pas mal ficelé. Oui, et puis il y a les crocos en bas aussi. Alors les rongeurs, j'ai mis une photo d'un des rongeurs de Messel, très bien conservé, hein. Vous voyez qu'on a même les côtes du stomaco, on a les traces de poils. J'allais pas mettre tous les rongeurs, mais là, les rongeurs à Messel, ils sont typiques de la fin d'un groupe qu'on appelle les multituberculés. D'ailleurs, je crois qu'on trouve certains multituberculés à Messel, mais on en retrouve sur d'autres sites. Les rongeurs, en fait, les multituberculés, en fait, c'est un groupe, vous voyez sur le petit cladogramme en bas en jaune, qui est très important au Mésozoïque, surtout à la fin du Crétacé, et qui va quand même subir des dégâts pendant la crise Crétacé-Paléogène avec la météorite qui chute sur notre planète. Et du coup, ils vont pas réussir à radier après, parce qu'ils vont rentrer en concurrence notamment avec les rongeurs. Enfin, c'est l'hypothèse la plus commune, hein, même si certains paléontologues sont pas d'accord. Mais on voit bien dans le registre fossile qu'on a une réduction des multituberculés qui ont une écologie vraiment proche des rongeurs et aussi diversifiée que celle des rongeurs, et qui rentrent du coup en concurrence avec les rongeurs. Et donc les rongeurs, eux, grâce à cette crise-là, radient et donc prennent la place des multituberculés. Là, on a un animal aussi intéressant avec une mosaïque de caractères assez surprenante, et c'est un animal qui est sauteur, hein. Il a des membres qui font penser aux petites gerbilles, c'est ça, qui sont sauteuses. Et tous les animaux qui ont cette morphologie actuellement sont herbivores. Donc voilà, quand on se réfère à notre registre actuel, ça peut nous induire d'erreur. Il a une queue qui fait une bonne longueur, ça lui sert de balancier. Et puis il a des structures dentaires qui sont on va dire très anciennes, hein, qui ressemblent à celles d'animaux du Crétacé. Et puis là aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les insertions musculaires de son museau, on se demande s'il n'était pas muni d'un groin ou d'une petite trompe. Donc là, on a un animal type gerbille kangourou avec une queue très très longue qui lui sert de balancier, des dents on va dire archaïques entre guillemets. Oui, et un groin et peut-être une petite trompe, et il est carnivore. Donc là, on a vraiment on a touché le gros lot, on va dire, pour Messel. Macrocranion, je vais te laisser en parler parce que t'as une petite histoire avec. Ouais, Macrocranion, c'est le seul mammifère qu'on a trouvé lors de la campagne de 2016, durant le mois d'août où j'ai fouillé. Et on a eu deux pour le prix d'un, on peut dire, parce que donc je vous ai expliqué tout à l'heure que pour trouver les fossiles, on coupe le frontail à la tronçonneuse. Et il s'avère que Bruno, notre chef d'équipe, a coupé le macrocranion en plein milieu. Donc je me retrouve dans ma brouette, je débite mes morceaux, et là je débite une plaque et je retrouve la tête, le cou, le torse
Et la patte avant, bah, alors c'est pas le même qu'il y a sur la photo, mais c'est l'idée. Hein. Et c'est tout. Et du coup, nous voilà à chercher sur le front de taille en humidifiant la roche du mieux qu'on peut pour trouver le reste. Alors, on a trouvé hein, le reste du spécimen. Mais donc voilà, ça arrive qu'on coupe les fossiles en deux. Typiquement, le Propaléotherium qui sert de logo au musée de Messel a aussi été coupé en deux de la même manière, à peu près au même endroit. Donc ça va, à chaque fois on coupe au milieu de la colonne vertébrale. Mais c'est le seul moyen de sortir les fossiles, que ça soit le plus pratique. Donc ça arrive qu'il y ait des accidents. Alors si je reviens au macrocranion. Donc c'est un insectivora. Alors même si je devrais plus utiliser ce mot-là parce que c'est plus trop... c'est plus d'actualité, mais c'est un mammifère insectivore, c'est proche des hérissons, pas d'épines par contre, ou alors vraiment très très fines et que ça se conserve pas, mais probablement qu'il en avait pas, comme vous pouvez voir sur l'image, il avait de la fourrure assez rase, hein. Et les dernières découvertes sembleraient indiquer qu'il mangerait un peu de poisson, qu'il y aurait un peu de poisson au menu. Moi je me souviens qu'à l'époque quand j'ai fouillé on le savait pas et c'est toi Julien qui m'a dit que c'était sorti assez récemment depuis 2018. Donc voilà, il semblerait qu'il mange du poisson maintenant, ce mammifère. Comme quoi on en apprend tous les jours, parce que moi je l'ai appris quand on a préparé la conf ensemble. Oui, comme quoi on a toujours des surprises avec Messel et puis les contenus stomacaux parlent d'eux-mêmes, hein, je pense pas que quand un animal meurt, un autre animal va lui rajouter quelque chose au-dessus. Il n'y a pas de rituel post-mortem alimentaire chez ces animaux-là. Alors là, on a encore un mammifère assez intéressant. Alors là, j'aurais pu choisir peut-être une meilleure photo, qui fait partie aussi des groupes des insectivores, hein, qui est un groupe qui a éclaté actuellement, puisque certains de ces insectivores se retrouvent actuellement chez les afrothères. Et donc celui-là, c'est encore un animal assez dur à classer, parce que il avait des convergences dentaires avec les primates, d'où le nom de sa famille, les Amphilémuridés, hein, presque lémuriens. Et puis c'est grâce au site de Messel encore une fois qu'on a pu déterminer sa phylogénie, hein, parce que avec le reste du corps on a pu voir que c'est encore un cousin proche des taupes européennes et puis des hérissons, la famille des Eulipotlifles. J'ai du mal à le dire, pardon. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que sa queue est constituée d'os, hein, comme toutes les queues, et puis aussi d'écailles empilées en tuiles. Donc il avait des sortes de plaques kératinisées sur la queue. Donc ça fait un peu penser à une queue de crotale, mais bon, ça n'a rien à voir, hein, en termes d'utilisation et d'écologie. Et puis là aussi, avec les restes l'arrière du corps, on suppose qu'il y avait des poils assez bizarres. Donc là, c'est vrai qu'on se retrouve à Messel avec plein d'interrogations capillaires, hein. On a du pangolin, mais on ne sait pas encore s'ils ont des écailles kératinisées. On a des hérissons, on ne sait pas trop s'ils ont des épines, on suppose qu'ils en ont pas. Et puis là, on se retrouve avec un animal avec une queue assez étrange au niveau des fanères. Alors les chauves-souris, alors c'est intéressant parce que là aussi, comme les oiseaux, c'est des animaux qui volent et donc qui sont pas habitués à des milieux fossilifères, et je crois que donc à Messel il y avait des fois des poches de gaz qui remontaient, et souvent ça tuait les animaux par asphyxie. Voilà, c'est une hypothèse, et que ça tuait les animaux par asphyxie. Et donc du coup à Messel, comme tu disais tout à l'heure, on retrouve pas mal de chauves-souris. Alors ce qui est un peu embêtant avec les chauves-souris, je crois que les plus anciennes ont été retrouvées aux États-Unis, en Belgique, au tout début de l'Éocène, et ça ressemble déjà à des chauves-souris. Donc du coup, c'est un peu le même problème avec les ptérosaures, hein. Les ptérosaures dans le registre fossile ressemblent déjà aux ptérosaures, et il n'y a que chez les oiseaux qu'on a des intermédiaires entre des dinosaures terrestres et les oiseaux volants. Et là, j'ai choisi de parler de cette chauve-souris parce que c'était la plus intéressante. On voit que c'est elle qui a les ailes les moins spécialisées en fait. Elle chasse, elle pas au-dessus des arbres, mais dans les arbres, parce que la forme de ses ailes fait qu'elle peut se permettre des vols, entre les branches, on va dire, avec un vol par contre plus lent. Et puis elle possède encore des griffes sur certains doigts, où les autres chauves-souris n'ont plus de griffes sur ces doigts-là.
Donc voilà, c'est peut-être la chauve-souris la plus basale au niveau de la morphologie des doigts, enfin des ailes du coup, mais ça nous indique pas vraiment, ça nous donne pas vraiment de données sur l'origine des chauves-souris, la filiation des chauves-souris. D'ailleurs, quand on fait la filiation des chauves-souris avec les autres mammifères, on se réfère plutôt à la génétique qu'à l'anatomie comparée. Et puis là, ça montre aussi que il y avait déjà dès les premières chauves-souris, on avait déjà des niches écologiques très très différentes. Alors du coup, tu parlais de Propaléotherium tout à l'heure, donc c'était un périssodactyle, hein. On a trop tendance à nommer ces animaux-là directement les ancêtres des chevaux, hein, ce qui est faux, hein. Voilà, faut arrêter de faire des raccourcis. On retrouve un animal de la famille, c'est forcément l'ancêtre d'eux, hein, voilà. Alors j'ai mis que c'était un animal de la taille d'un fox terrier. Pourquoi ? Alors ça, j'ai vu ce nom fox terrier dans le premier livre qui date de 98 pour la comparaison avec la taille. Et en fait, on retrouve souvent les premiers fossiles de périssodactyles, notamment les iracodontes ou des choses comme ça en fait. Et dans plein de vieux livres, on compare leur taille à celle d'un fox terrier. Et ça, c'est un article qu'avait écrit Stephen Jay Gould, et il expliquait que le paléontologue anglais qui avait étudié ces animaux-là était fan de chasse et avait des fox terriers, et donc les fossiles correspondaient à peu près à la taille du chien, et donc il avait mis dans sa publication que l'animal avait la taille d'un fox terrier tout simplement. Et souvent les gens qui faisaient de la vulgarisation en paléontologie, les livres, tout ce qu'on a eu enfant, n'étaient pas forcément des spécialistes, et donc c'était un peu des moines copistes, et du coup on retrouve dans certains livres cette comparaison avec les fox terriers. Je trouvais que c'était intéressant pour un animal qui est connu depuis presque 2 siècles. Là encore, jusqu'en 98, on avait encore cette comparaison, en fait, ce lien qui arrivait encore avec cet animal-là. Alors c'est un animal qui est très connu, et puis voilà, qui était folivore, hein, puisque ça casse un peu l'idée aussi avec les chevaux, puisque les chevaux sont des animaux qui broutent. Voilà, faut vraiment savoir comme un groupe à part, et voilà, et puis qui a rien donné. Et puis du coup on voit bien qu'en termes d'alimentation, c'est bien herbivore comme les chevaux, les rhinocéros, mais les rhinocéros et les chevaux sont plus des animaux brouteurs, hein, qui mangent de l'herbe et pas des feuilles. Et puis comme vous le voyez ici, on a même retrouvé un fœtus, donc c'est assez intéressant en termes de savoir scientifique. Alors lémuriens, là aussi c'est une grande histoire. Donc c'est le clade des adapiformes, c'est ça ? Qui sont des singes très anciens. Les adapiformes, c'est cousins des lémuriens. Voilà, c'est des cousins des lémuriens, et en fait avant on considérait que c'était des lémuriens en fait, et parce qu'il y avait beaucoup de morphologies semblables. Voilà, et des morphologies semblables, et cet animal là en fait dans le livre que j'avais en 98 était présenté comme un lémurien, et maintenant tous ces animaux là en fait ne sont plus du tout considérés comme des lémuriens, mais comme le groupe frère des lémuriens. Voilà, donc quand vous regardez les livres ou les anciens écrits sur Messel, faites attention, il y a ce genre d'erreur, hein. La science, heureusement, elle avance, et malheureusement les écrits et les livres ne se réécrivent pas, hein. Faut écrire de nouveaux livres. Et puis là on a un animal qui a fait beaucoup parler de lui à sa découverte. Ah oui, s'il y a bien un fossile qui a mis le Bronx à Messel et de la communauté scientifique, c'est bien celui-là, hein, donc Darwinius. Parce que déjà vous voyez, il est super bien conservé, donc c'est du pain béni quand on fait de l'anatomie comparée. Et puis forcément, quand il a été trouvé, et puis même encore aujourd'hui, hein, dès que ça touche à l'évolution humaine, ça devient très 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 tendu très très rapidement, pour la faire simple. Et quand ils l'ont trouvé, les paléontologues ont tout de suite vu, du moins ils pensaient que on était sur quelque chose de... Alors j'aime pas dire ça, mais qu'on était sur de l'intermédiaire. Vraiment, prenez avec des pincettes, mais c'est pour donner une idée générale. Qu'on était sur de l'intermédiaire entre un lémurien et un grand singe, quoi. Donc on voyait bien ça comme étant... on voyait bien Darwinius comme étant à l'origine des proconsuls, et puis plus tard les hominidés, les grands singes, et puis nous. Et en fait, pas du tout. Il s'avère qu'en fait, on est sur des cousins des lémuriens. Voilà, encore des adapiformes. Donc ça a la tronche d'un lémurien. Hein. Mais par contre, c'est un groupe qui a rien donné, qui s'est éteint de son côté. Là où les lémuriens, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Les fossiles de Messel, oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais en fait, comme on débite des feuillets, en général, on se retrouve avec une plaque gauche, une plaque droite, ou du moins une plaque du dessus, une plaque du dessous.
Et alors les deux plaques ont vécu leur vie un peu de leur côté. Ils ont fini dans des musées, puis dans des collections puis dans des collections privées avant de retourner dans des musées. C'est un peu le bazar, et pour tout vous dire, je sais même pas où les deux plaques sont aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que ça a voyagé pas mal en Europe chez du privé, du public. Mais c'est un taxon qui a fait beaucoup couler d'encre. Mais voilà, aujourd'hui on sait que voilà, c'est plus proche des lémuriens que des grands singes comme nous, les chimpanzés ou les gorilles. Alors, vous avez vu qu'à part quelques crocodiles et encore les restes sont parcellaires, on n'a pas de gros animaux à Messel. Et là encore, on a une sorte de nodule en fait qui est qui a été très difficile à dégager. Et on a quand même réussi à extraire l'os qu'il y avait à l'intérieur. Et on s'est rendu compte que c'était un os de Gastornis, hein, donc cet oiseau aptère bien connu dont on a un spécimen, un moulage à Paléopolis. Hein. C'est assez intéressant parce que souvent dans les musées on n'a que quelques restes et là on peut se mettre à côté de l'animal pour se rendre compte de la taille. Et lui aussi, l'histoire de cet animal est intéressante parce que au début on disait que c'était aussi avec les crocodiles le grand prédateur de Messel, hein, puisqu'on n'a pas de gros animaux prédateurs. Et de gros mammifères prédateurs, pardon, et donc il était vu comme le mammifère prédateur dominant de Messel. Et il y a des études qui ont été faites à partir de 2013 qui montrent qu'en fait la forme du bec, de la mandibule et les études isotopiques des os montrent qu'en fait c'était un herbivore. Donc voilà, ça casse un peu le mythe du dinosaure qui est toujours au top de la chaîne alimentaire après la disparition des dinosaures non aviens. Et puis on a Enigmavis. Alors on n'a pas mis une photo du fossile parce que en fait il n'y a pas la tête. Donc pour s'en rendre compte c'est compliqué. Mais si vous avez l'œil, vous avez dû voir que ça ressemble un peu quand même à du Phorus racos. Et en fait, alors soit c'est un Phorus racos, sauf que encore une fois on n'a pas la tête donc ça devient vite compliqué. Mais après le reste du corps nous indique que soit c'est un Phorus racos, soit ça serait plus du Cariama. Les Cariama ça existe encore aujourd'hui et c'est les plus proches parents des Phorus racos. Vous avez peut-être vu des vidéos ou peut-être en vrai dans des parcs où c'est des oiseaux qui aiment bien choper les serpents, les lézards et avec un coup sec du coup ils les explosent au sol pour les assommer. Après ils les tabassent à coups de patte pour les manger. Et donc c'est marrant parce que si c'est bien Phorus racos ou même si c'est du Cariama, en vrai c'est la même famille, hein, que ça soit un groupe ou l'autre c'est vraiment très proche. Et ça voudrait dire qu'on aurait à la fois un oiseau géant entre guillemets qui serait herbivore ou frugivore ou granivore, et on aurait quand même un oiseau qui fait partie des groupes des oiseaux géants carnivores. Donc on a vraiment une faune terrestre bizarre entre les gros crocos et possiblement un oiseau. Alors si on parle en unité de fox terrier, je crois que ça fait un fox terrier et demi ça, à peu près pour avoir une idée. Donc c'est pas énorme, hein, mais il a le mérite d'être là, d'avoir sa place dans la chaîne alimentaire quand même, donc c'est pas mal. Un fox terrier et demi, c'est pas mal ça. Alors tout à l'heure on parlait de Messel et de Menat, pardon. Donc j'ai mis une image de Sophie Hervé qui est dans la sauce Paléauvergne et qui fait des ateliers de fouilles à Menat tous les ans pour les petits. Et puis des fois qui fait des grandes fouilles pour les plus grands comme moi. C'est mon site de fouilles préféré, hein, même si on y retrouve plus souvent des feuilles. En 2013 on a retrouvé un Choristodère qui est un reptile très très rare et donc voilà. Et Menat, même si c'est à peu près 10 millions d'années plus ancien que Messel, c'est le même type de site fossile, hein, c'est un lac de cratère et la fossilisation est un petit peu différente, mais on y retrouve à peu près les mêmes animaux. Et ce qui est un peu dommage, c'est que Messel, comme on disait tout à l'heure, c'était une carrière, ça a failli finir en dépôt d'ordures. Et Menat, on retrouve beaucoup moins de choses parce que le village de Menat a été construit en fait sur l'ancien lac. Donc il faudrait pour accéder à tous les fossiles raser le village, et je pense que ça ferait pas plaisir aux habitants et c'est tout à fait normal. Parce qu'on pourrait aussi raser le Sacré-Cœur pour continuer à fouiller dans le Lutétien parisien, et je pense que ça ferait pas plaisir à tout le monde non plus. Mais quelque part on a sous la ville de Menat, qui protège quelque part le site fossile, les mêmes ressources que Messel, mais on a notre petit Messel français en fin de compte. Voilà. Alors on vous remercie. Voilà, donc vous connaissez ma page Facebook Faut s'il vous plaît. On a aussi la page Christo officielle où on a de l'excellente géologie.
Et puis un peu de fossiles aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page. Et puis bon, vous avez vu la qualité de sa prestation aujourd'hui. Et puis voilà, donc j'espère qu'on a fait un petit tour du site de Messel, que vous pouvez vous rendre bien compte de la diversité de ce site fossile. Et vous voyez que là encore, d'année en année, on retrouve encore de nouveaux animaux. Et puis moi j'aime dire que la paléontologie, c'est un peu comme un livre avec des pages où des fois les pages sont vierges. Sur certaines pages, il y a une lettre, sur certaines pages, il y a quelques mots. Et le site de Messel, on pourrait dire que c'est l'une des rares pages de la paléontologie où la page est quasi complète. Je vais laisser le mot de la fin à Christo. Ouais, alors là, je vais surtout m'adresser alors soit aux gens qui veulent faire des fouilles, soit je me dis aux étudiants, parce que moi j'étais étudiant à l'époque. C'est que du coup, donc vous l'avez compris, j'ai eu la chance d'aller fouiller un mois à Messel, et pendant plusieurs années on pouvait plus y fouiller parce que donc ça c'est UNESCO, donc c'est un peu c'est le bordel, on pourrait fouiller, il faut avoir des autorisations et tout. Et je crois que depuis l'année dernière ou depuis cette année, il y a des fouilles qui vont être reprévues, donc à tous les étudiants par exemple qui ont envie de faire un peu de terrain, quitte à voyager un petit peu, en plus une expérience humaine aussi, hein, en plus d'être une bonne expérience pour le CV. Donc je vous invite à vous renseigner, c'est Sonia Wedman de l'université de Francfort, qui est paléoentomologiste, qui gère les fouilles et qui gère la station de recherche à la Carrière. Donc éventuellement, voilà, si y en a qui veulent vivre la même expérience que j'ai eu la chance de vivre, donc de fouiller un mois, allez-y, renseignez-vous. Alors vous vous levez tôt le matin, mais vous finissez votre journée à 14h. Donc après vous avez l'après-midi pour aller visiter en free access le musée de Francfort et boire des coups le soir. Voilà. Donc s'il y en a que ça peut inspirer, allez-y, foncez, parce que c'est un site unique. Enfin moi j'en connais pas d'autres exactement pareil, hein, franchement. Donc voilà. Moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je rends le micro à Julien, je pense, pour le message de fin. Ouais. Alors merci Christo, et puis on vous dit à bientôt. Si je retourne en Auvergne, on refera des confs ensemble comme ça, parce que moi je trouve que ça a bien marché. Et puis j'en ferai peut-être avec d'autres intervenants. Voilà, il me dit qu'il a pas fouillé qu'à Messel, donc du coup il va pouvoir me parler d'autres sites. Donc voilà. Je vous avais promis je vous avais dit qu'il y aurait pas de conf au mois d'août parce que j'avais pas le temps. Puis en fin de compte, j'ai encore trouvé du temps pour vous. Et puis n'oubliez pas. Voilà, puis j'aime bien mes abonnés, ils sont marrants. Et donc je vous dis à bientôt. Et on se revoit à la rentrée pour les conférences. De toute façon, je donnerai le programme sur Faux, s'il vous plaît. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Salut Christo.